Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On démarre sur Journal des Sports avec le match de la soirée en Ligue 1 entre Montpellier et Monaco. Un choc entre Montpellier et Monaco, et Montpellier qui tient tête à l'ogre monégasque. Résultat, un but partout. L'ouverture du score est monégasque, est signée par Kurzawa qui reprend un coup de pied arrêté de la tête. Il lobe Jourdain. Il était hors jeu d'ailleurs, Kurzawa, mais le but a été tout de même accordé. C'est ensuite Abidal qui provoque un pénalty, on le voit sur ces images, sur Rémi Cabella. Et c'est finalement le jeune M'Baye-Niang, prêté par le Milan AC, qui le transforme en deux temps. Il s'est fait peur, M'Baye-Niang. Et d'ailleurs, pour débriefer ce match, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Blondeau, ancien joueur professionnel qui est passé par la Payade et qui maintenant est un habitué du JT Sport. Bonsoir Stéphane. Bonsoir monsieur. Alors, pour être clair, qu'avez-vous pensé déjà là pour commencer de la prestation des Montpelliérains ce soir? Une prestation encourageante, notamment la deuxième mi-temps, où ils sont revenus avec des intentions bien différentes de celles affichées en première période, notamment avec les entrées de Camara et de Tiennet, une équipe qui est allée chercher un petit peu plus haut en deuxième mi-temps et qui a posé pas mal de problèmes à ces monégasques, avec un leader technique incontestable qui est Rémi Cabella, qui éclaire le match de sa classe technique et de sa capacité à faire la différence vers l'avant. Alors on le voit encore ce soir, Rémi Cabella, vous l'avez dit, qui a été très fort, mais est-ce qu'on peut dire que ce soir c'est vraiment l'effet Courbis qui commence à prendre forme, qui commence à donner l'impulsion qu'il fallait à cette équipe? Je sais pas si c'est l'effet Courbis. Il y a une réorganisation de l'équipe. Il y a un changement d'envie, un changement tactique à la mi-temps. En tout cas, ça c'est sûr. Moi, je trouve qu'ils défendent un petit peu bas sur cette première mi-temps, comme le match de Marseille il y a quelques temps. Je les trouve manquant un petit peu d'ambition dans l'aspect défensif et dans l'envie d'aller chercher l'adversaire. On a vu en deuxième mi-temps, dès qu'ils allaient chercher plus haut, ils étaient capables de poser des problèmes à n'importe quelle équipe et même à un adversaire qui joue le haut du tableau, qui a priori doit avoir la maîtrise technique sur le Montpellier d'aujourd'hui. Et ce soir, Montpellier est 17e avec 18 points, donc à 4 points du premier relégable. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ils se sont un petit peu écartés, une petite bouffée d'air. Alors c'est une petite bouffée d'air, oui c'est vrai, mais bon, Valenciennes joue demain un match pas simple, c'est vrai, contre Bastia à domicile, mais joue à domicile quand même. En quelques semaines, le matelas, je dirais, de secours là qu'ils avaient sur les Valenciennois s'appauvrit un petit peu, puisqu'il y a encore quelques semaines ils étaient à 6 points, donc attention quand même. Attention, on va espérer quand même que Montpellier se maintienne cette saison et qu'il fasse une super deuxième partie de saison. Merci beaucoup Stéphane. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci à Stéphane et on va passer maintenant à l'OM avec là aussi un menu chargé pour cette 20e journée. Oui, pour l'OM, il faudra patienter jusqu'à dimanche pour les voir jouer. À 17h, les Olympiens se déplaceront du côté d'Évian, Thonon-Gaillard, et il va falloir faire très attention. On le sait, les Savoyards sont joueurs et portés vers l'avant et l'OM a tendance à prendre beaucoup de buts. D'ailleurs, Alvaro Pereira, le défenseur de l'Inter, ça se précise pour un prêt. Et pour ce qui est de l'attaque, l'OM tient sa première recrue en la personne d'Adama Guidalia, une bonne nouvelle, donc il vient lui aussi de l'Inter, mais quoi qu'il arrive, ce ne sont que des prêts et l'entraîneur nous explique pourquoi. Pour recruter, il faut aussi tenir compte qu'on a quand même engagé 35 millions cet été, il y a 8 millions qui vont arriver en avril par la taxe 75% qu'il faudra payer et qui n'était pas prévu. Il y a des paramètres comme ça qu'il faut aussi tenir compte et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a aussi une pérennité dans le club. Je comprends, en fait, vu que j'ai les doubles casquettes, je comprends les exigences des uns et des autres. On passe à la Ligue 2 avec Nîmes qui jouait aussi ce soir face à Laval. Face à Laval, et ça se passe très bien pour Nîmes qui s'impose 3-1 ce soir. Et ça avait pourtant mal commencé pour les Crocos qui ont concédé l'ouverture du score dès la 6e minute. Un but inscrit par Babi, mais les Nîmois ont su se relancer grâce à Vincent Grani qu'on le voit 10 minutes plus tard sur cette très belle frappe lobée. 67e minute, l'attaque nîmoise remercie Couturier pour un but contre ce camp qui leur permet de l'emporter 3-1. Donc mais non, finalement il y en a eu un troisième, j'allais presque encore une fois l'oublier, c'est Nenad Kovacevic, 90+3 qui met une belle frappe, on le voit sur ces images. Ce soir Nîmes est 18e, toujours relégable, mais c'est une victoire et ça fait du bien à Nîmois et surtout à Rémi Marsiglia pour son premier match. Et oui, c'est encourageant pour le nouvel entraîneur. On passe au rugby avec le MHR, pas de miracle du côté d'Irlande. Pas de miracle face à l'Ulster ce soir, c'était l'ogre de cette poule qui est toujours premier de cette poule et qui s'est imposé ce soir face au MHR 27-16. Ça a été très compliqué pour les Montpelliérains qui se sont un petit peu fait marcher dessus, il faut l'avouer.
Enfin, une mauvaise nouvelle pour le Paris-Dakar. Oui, c'était la principale crainte des organisateurs de l'épreuve. Et cette année encore, le Paris-Dakar est endeuillé. C'est le motard belge Eric Palante qui fait les frais de ce circuit particulièrement relevé, particulièrement dangereux. Son corps sans vie a été retrouvé sur le parcours de cette 5e étape entre Chilicito et Tucumán. Il était âgé de 50 ans et c'était la 11e fois que ce pilote participait au Dakar. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.